J'ouvre tout de suite le second débat de ce sens public consacré au rôle de la Turquie dans le conflit au Proche-Orient, souvent présenté comme un médiateur potentiel. Recep Tayyip Erdogan multiplie les critiques contre Israël. Il affiche également son soutien au Hamas. Quelle est sa stratégie? Pourquoi le président turc attise le feu avant d'en débattre? Fabien Recker revient sur les cartes que la Turquie abat depuis un mois dans la région. Antony Blinken en visite à Ankara lundi. Signe de la mauvaise entente avec son allié turc, le secrétaire d'État américain n'a pas été reçu par le président Erdogan. Ce dernier vient de célébrer avec faste le centenaire de la nation turque, au lendemain d'une manifestation géante de soutien aux Palestiniens, à l'appel de 3 partis islamistes, dont l'AKP, le parti présidentiel. Le massacre de Gaza est totalement l'œuvre de l'Occident. L'Occident, je vous interpelle. Avez-vous l'intention de relancer le conflit entre le croissant et les croisés? Un discours anti-occidental assumé dans la bouche d'un président qui qualifiait fin octobre les membres du Hamas de libérateurs qui protègent leurs terres. Turquie et Israël étaient pourtant en voie de normalisation de leurs relations. En 2022, les deux pays renouaient des liens diplomatiques. Mais l'attaque du 7 octobre a fait voler en éclats ce processus. En endossant le rôle de champion de la cause palestinienne contre Israël et l'Occident, Recep Tayyip Erdogan sert avant tout des ambitions de politique intérieure, analyse cette chercheuse franco-turque. L'ambition d'Erdogan est de changer la nature, l'identité, l'ADN de la Turquie, de faire oublier, de refermer la parenthèse Atatürk, Mustafa Kemal, laïcité, un pays tourné vers l'Occident, un pays avec des mœurs occidentales. Il veut vous faire oublier cet épisode-là et insister sur le caractère musulman de la Turquie. Ankara, partenaire difficile mais incontournable pour les Occidentaux, en raison aussi de son poids dans le dossier ukrainien. Si elle traîne des pieds pour autoriser l'adhésion de la Suède à l'OTAN, la Turquie a joué un rôle clé dans l'accord céréalier qui permet au blé ukrainien de circuler en mer Noire malgré la guerre. Elle livre aussi à l'Ukraine les fameux drones de combat Bayraktar, symbole des nouvelles ambitions turques. Pourquoi le président Erdogan attise le feu de la guerre au Proche-Orient? On en débat avec Didier Billon. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient et auteur avec Christophe Ventura de ce livre Désoccidentalisation, repenser l'ordre du monde qui vient de paraître aux éditions Agone. Jean-François Colosimo, bonsoir, et bienvenue. Historien, essayiste, auteur de ce livre Le Sabre et le Turban, publié aux éditions du Cerf, et également réalisateur du documentaire Turquie, Nation impossible. On attend Claude Guibal, qui, on l'espère, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, va pouvoir s'extirper des bouchons parisiens. On verra bien. Laetitia Krupa, éditorialiste politique, évidemment, est restée à mes côtés. On va longuement parler de la Turquie, évidemment, de la stratégie de Recep Tayyip Erdogan. Je voudrais quand même vous entendre sur cette déclaration de Benjamin Netanyahou hier soir sur la chaîne américaine ABC News. Il affirme qu'après la guerre, son pays prendra pour une durée indéterminée la responsabilité générale de la sécurité autour de la bande de Gaza. Didier Billon, comment vous analysez cette prise de parole, cette prise de position du Premier ministre israélien? Je pense qu'il y a un grand effet de communication. Oui. L'impression que nous avons, malheureusement, et pour le pire, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants israéliens, encore sous le coup de l'émotion du drame du 7 octobre, mènent une politique de la terre brûlée, mais n'ont pas un véritable projet politique. C'est-à-dire que cette guerre, et le plus tôt sera le mieux, elle se terminera. Mais aujourd'hui, on a l'impression que personne n'a véritablement une idée très précise, et au demeurant pas seulement les dirigeants israéliens, de ce qui se passera le jour ou les jours d'après. Donc, dire qu'il prendra en compte la sécurité de la bande de Gaza, je l'entends, je l'écoute, mais il me convainc guère, parce que chacun comprend qu'il n'y aura pas de solution militaire ni sécuritaire, même si les aspects sécuritaires ont bien sûr leur importance, mais que la question, elle est fondamentalement politique, c'est-à-dire comment
Pourra-t-on relancer un processus de dialogue avec la partie palestinienne, probablement sous égide internationale? Tous les scénarios sont possibles, mais en tout cas, jouer un peu les matamores en disant qu'il prendra en charge la sécurité de Gaza me paraît au mieux un effet d'annonce et au pire contre-productif aujourd'hui. Parce que les réactions dans la région sont très négatives sur cette déclaration. Jean-François Colosimo, il s'adresse à qui, Benyamin Netanyahou, quand il dit ça? Il s'adresse peut-être d'abord aux Israéliens, encore traumatisés par les attaques terroristes du 7 octobre? Il s'adresse aussi, je pense, d'abord aux États-Unis, pour montrer quel est son but de guerre. Vous savez que Biden lui a demandé pour quels objectifs. Il fixe ses objectifs. Cet objectif, il sous-entend la sécurité, c'est une prérogative, c'est un attribut de la souveraineté. Donc il sous-entend que finalement il raye d'un trait, il annule les accords d'Oslo qui reconnaissaient un statut à Gaza. Il annule le retrait israélien, il le renverse de 2005, n'est-ce pas? Et il annule aussi au passage une théorie qui avait été esquissée, qu'il allait revenir à l'autorité palestinienne, à Mahmoud Abbas, de finalement reprendre Gaza, puisque le but étant d'éradiquer le Hamas et Gaza étant sous le contrôle du Hamas, il est évident qu'il fallait bien qu'il y ait une autorité. Bon, mais je pense que là, de ce point de vue-là, il dit tout simplement, et c'est l'horizon de la paix qui recule du même coup, c'est clair, il dit que cet aspect sécuritaire va prendre le pas sur tous les autres, et que désormais, en fait, Israël, là pour le coup, va réellement occuper Gaza, qui encore une fois, internationalement, avait un statut, certes en devenir, mais qui était un statut tout de même, au moins d'autonomie. Donc ça veut dire... le point de départ du futur État palestinien. Oui, enfin, le futur État, oui, puis aussi en Cisjordanie, à Ramallah, mais on sait l'impuissance, en fait, du Fatah, de l'héritage de Yasser Arafat. Et donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, on ne pense pas qu'il va ramener avec les soldats... les Juifs qui s'étaient implantés, les Israéliens qui s'étaient implantés à Gaza et dont les installations, les implants avaient été démantelés en 2005. Mais c'est l'idée que, en fait, et c'est ça le véritable problème de cette guerre, j'en suis d'accord avec Didier Billon, c'est que une guerre, elle suppose, pour être juste, plusieurs critères. Mais le critère ultime, c'est la paix après la guerre. Bon, alors il est vrai qu'il est dans une situation dans laquelle il a guerre d'interlocuteurs. Le Hamas ne l'est pas pour lui, et on le comprend très bien après ce qui s'est passé le 7 octobre. D'un autre côté, l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a été, encore une fois, l'héritier de l'OLP, a été complètement dévitalisé, délégitimé. Donc, cette idée de « on va s'occuper de la sécurité », c'est une manière de dire aussi que les bombardements auront une suite d'apparence de paix civile, mais sous, en fait, le pouvoir de l'armée israélienne. Bien compris. Mais je repose la question de l'opinion publique israélienne, dit Billon. C'est peut-être son avenir politique aussi que joue Benyamin Netanyahou, parce que la majorité qu'il avait à la Knesset avant les attaques terroristes du 7 octobre, c'est pas sûr qu'il la retrouvera, cette majorité, quand la guerre sera terminée. Non, on se souvient que dans la période qui précède le 7 octobre, il y avait eu 38 semaines de manifestations en Israël qui étaient clairement dirigées contre les projets de réforme du tribunal constitutionnel, l'équivalent du Conseil constitutionnel français, si comparaison vaut. Ça, c'est extraordinairement important. C'était des manifestations qui, équivalentes à la population française, rassemblaient plus de 10 millions de personnes, si on fait un rapport, un ratio. Il est évident que cette partie de l'opinion publique n'est pas favorable à Netanyahou. Mais de plus, le 7 octobre, au-delà de la tragédie, de l'horreur que tout le monde peut partager, une bonne partie des Israéliens rendent Netanyahou responsable de cette situation. Lui qui prétendait assurer la sécurité à tous ses concitoyens, à tous les Juifs vivant en Israël, il a malheureusement prouvé que ce n'était pas le cas. Alors, donc il parle à sa base électorale quand il dit on va assurer la sécurité de la bande de Gaza. Il essaye de resserrer les rangs. Alors aujourd'hui, les rangs sont assez resserrés pour des raisons évidentes, parce que c'est l'émotion qui prime. Et probablement, quand on fait des sondages en Israël aujourd'hui, il y a une majorité qui veut en découdre avec le Hamas. Mais le problème fondamental, c'est qu'il a déclaré, lui et ses ministres, depuis le 7 octobre, qu'il voulait éradiquer le Hamas. Alors, il peut porter des coups très durs
militairement au Hamas, mais il ne peut pas éradiquer le Hamas, parce que par définition, c'est le type d'organisation qu'on ne peut pas éradiquer. Et ce que je crains beaucoup, pour ma part, pour l'après, et j'arrête là, c'est que le Hamas, dans 10 ans, on va se dire « Ah, il était un peu modéré », parce que devant l'horreur, devant l'intensité des bombardements et les dégâts que cela fait dans les populations civiles, je crains fort que des hommes, et peut-être des femmes, totalement désespérés, sans avenir, se radicalisent encore plus que ce que le Hamas n'a fait. On parle de la Turquie. Vous vouliez reprendre la parole, un dernier mot là-dessus. Je veux dire que très rapidement, en fait, oui, effectivement, je pense que si on faisait un sondage d'opinion, il y a 90% des Israéliens qui sont tout à fait avec l'idée qu'il faut se débarrasser du Hamas. Mais il y a une forte proportion d'Israéliens aussi, très importante, qui comptent réclamer des comptes à Netanyahou. Il faut bien se rendre compte qu'une opposition n'empêche pas l'autre. Et dans cette fameuse déclaration, il conclut d'ailleurs sur le fait que la question de sa responsabilité dans le 7 octobre a été posée, et qu'il entend y répondre, et que clairement, oui, il y a eu une forme de défaillance. Ce qui veut dire que lui aussi joue son avenir politique à travers cette question, mais il n'est pas sûr que le 7 octobre n'ait pas provoqué une espèce il n'est pas complètement rebattu les cartes, en fait, en Israël, parce qu'effectivement, c'était l'aboutissement d'une crise profonde entre Israéliens, religieux et laïcs, pour aller vite, autour de la Cour suprême. Et de ce point de vue-là, peut-être que Netanyahou est déjà un homme du passé. Allez, on s'intéresse au rôle de la Turquie et de son président dans ce conflit au Proche-Orient. C'est évidemment le thème central de notre débat. Il nous reste un peu plus de 30 minutes pour l'analyser. Première question, Didier Billon. Pourquoi Recep Tayyip Erdogan est aujourd'hui aussi violent, je dis bien aujourd'hui, aussi violent dans ses attaques contre Israël? Alors, il y a plusieurs raisons, probablement. Il y a tout d'abord des raisons de politique intérieure. Nous savons que Erdogan a toujours ce don, si je puis dire, de mêler les enjeux de politique extérieure avec les enjeux de politique intérieure. Et son obsession permanente, c'est de souder les rangs, de renforcer sa base électorale et sa base sociale. De ce point de vue, nous le savons, en Turquie, avec ou sans Erdogan, c'est bien antérieur à son arrivée au pouvoir, qui date de maintenant plus de 20 ans. Il y a une empathie majoritaire au sein de la population turque à l'égard de leurs frères palestiniens, à l'égard de la cause palestinienne. Ça, c'est une certitude. Et Erdogan a ce don de surfer sur ce qu'il perçoit des processus de fond au sein de sa société. Conjoncturellement, rappelons-nous qu'il y a des élections municipales au printemps prochain, mars prochain. Mars 2024. Et que dès le soir du 28 mai, pourquoi le 28 mai? C'est le soir de sa réélection. Absolument. Le soir même, c'est très étonnant, dans sa première déclaration, il explique, bon, on n'arrête pas là, enfin, je vous la fais courte, on n'arrête pas là, le prochain objectif, c'est de reconquérir nos villes, les villes qu'il a perdues aux dernières élections. Les capitales. Alors, c'est la capitale économique, Istanbul, mais ô combien symbolique pour des raisons évidentes, et la capitale politique, Ankara. Et puis il y a Izmir aussi, mais qui traditionnellement est aux mains de l'opposition. Ça, c'est la première raison. Je pense qu'il y a une raison régionale. On sait aussi qu'une des obsessions, ou un des axes de la part de Erdogan, c'est d'apparaître comme une puissance incontournable, voire même d'apparaître comme puissance leader dans la région. Or, il a parfaitement compris que cette empathie pour la question palestinienne allait largement partagée dans la quasi-totalité des États de la région. J'entends par là le Moyen-Orient. Bien évidemment, il pense, par ces déclarations extrêmement dures aujourd'hui, parce qu'elles étaient beaucoup... Oui, on va y venir sur le début, c'est clair. Et puis, dernier élément... Très vite, c'est sur le champ international, parce que je considère que la Turquie, elle fait partie de ces États dits du Sud, je mets des guillemets à l'expression, mais qui sont actuellement en train de s'émanciper de ce qu'ils considéraient comme la tutelle occidentale. Et quand on regarde une carte du monde, on voit que cette question palestinienne, elle engendre beaucoup de sympathie, au-delà même du monde musulman. On voit quand même des manifestations nombreuses, variées à travers le monde, y compris d'ailleurs dans certaines puissances occidentales. Donc vous voyez, il y a un agenda qui est à plusieurs niveaux, mais qui
permettent, à mon avis, de comprendre pourquoi il y a cette radicalisation du discours de Erdogan. Et c'est le thème de votre livre, évidemment, la désoccidentalisation. Il faut toujours prendre son souffle avant de prononcer ce mot. Je propose à Quentin Calmet de nous rejoindre tout de suite parce qu'on va effectivement revenir sur les principales déclarations du président turc. Rebonsoir. Quentin, on peut dire que Recep Tayyip Erdogan souffle un peu le chaud et le froid depuis un mois. Oui, c'est vrai. Les premières prises de parole de Recep Tayyip Erdogan ont été relativement mesurées après les attentats, prônant la désescalade, aussi prêchant en faveur de la paix. Le glissement s'est opéré, semble-t-il, mi-octobre, après le bombardement de l'hôpital Al-Ali de Gaza. Malgré les enquêtes qui pointent bien vers le djihad islamique, un groupe armé palestinien, Erdogan s'en prend à Israël. Il le fait devant les 600 députés turcs. Il dit à ce moment-là qu'il annule son voyage prévu dans les prochaines semaines en Israël. Écoutez la suite. Le Hamas n'est pas un groupe de terroristes. C'est un groupe de libérateurs et de moudjahidines qui se battent pour protéger leurs terres et leurs citoyens. Le président turc qui a une position ambiguë, on peut le dire. Selon le média en ligne Al Monitor, le chef de la branche politique du Hamas, Ismail Haniyeh, il se trouvait à Istanbul au moment de l'attaque du 7 octobre. Il aurait été invité à ce moment-là à quitter la Turquie par les autorités après la publication de photos de lui et d'autres membres du Hamas en train de prier devant les images des attaques en Israël diffusées à la télévision. Des informations que le gouvernement turc réfute totalement, mais d'autres médias ont également publié des articles dans ce sens. Et pour conclure, on peut dire que la Turquie cherche en quelque sorte sa place sur l'échiquier diplomatique ? C'est cela. Erdogan aimerait être un acteur important aussi dans la résolution de la crise au Proche-Orient. Il est en fait écartelé entre l'alliance avec les Américains, notamment via l'OTAN, et les partis islamistes au sein de son pays, vous en parliez il y a quelques instants, qui poussent pour un soutien plus ferme envers le Hamas. Le président turc qui aura besoin de la voix de ces partis lors des prochaines élections municipales de 2024. Merci beaucoup Quentin. Jean-François Colosimo, pour comprendre les liens entre Recep Tayyip Erdogan et le Hamas, il faut évidemment parler des frères musulmans. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ils partagent quoi, la même idéologie ? Pour moi, oui, il y en a qui le contesteront, mais il est clair de toute façon que pendant très longtemps, le Hamas n'a en fait été que la branche palestinienne des frères musulmans d'Égypte. Et d'ailleurs, l'attentisme du Hamas jusqu'en 1987, sa difficulté à entrer en action, même si ça ne s'appelait pas encore le Hamas, mais cette branche-là, dépendait beaucoup de la situation assez difficile des frères musulmans en Égypte. Lorsqu'on se rend au Qatar, par exemple, on sait que c'est le Qatar qui assure les fins de mois du Hamas, vraisemblablement d'ailleurs avec, je dirais, une sorte de bénédiction discrète de Washington et même de Tel Aviv, puisque tout s'arrangeait un peu tout le monde que le Qatar paie et assure un semblant de stabilité sociale, en fait très menacée dans Gaza. Eh bien, lorsqu'on se rend au Qatar, on voit des portraits d'Erdogan partout. Or, vous savez que le Qatar a subi l'ostracisme de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, parce que la ligne des Émirats et de l'Arabie Saoudite, c'est le salafisme. Pourquoi ? Parce que le salafisme n'a pas toujours, alors on rentre dans la nébuleuse de l'islamisme, mais le salafisme n'a pas toujours une revendication de prise du pouvoir. Souvent, les salafistes, en fait, se contentent de situations qui leur permettent l'exercice complet de leur piété, alors que les frères musulmans... C'est pas le cas des frères musulmans, c'est ont ça. Un projet politique, qui est la prise de pouvoir, et de préférence d'ailleurs, prise de pouvoir nationale, qui ensuite s'étendrait de nation en nation jusqu'à réformer complètement l'Oumma. C'est pour cela qu'on a vu, par exemple, que l'Arabie Saoudite et les Émirats, Mohamed Ben Zayed et Mohamed bin Salman, étaient tout à fait ligués dans le fait de mettre Morsi dehors, c'est-à-dire le premier président frères musulmans d'Égypte, à quoi ils sont arrivés. Le Qatar s'est retrouvé dans une situation d'ostracisme parce que précisément le Qatar soutient la ligne des frères musulmans, aussi parce que le Qatar avait des relations avec l'Iran dues à des nappes de gaz très importantes. Mais ce Qatar s'est retrouvé mis sous blocus. Lorsqu'il a été mis sous blocus, oui, il y a des blocus qui parfois arrivent entre Arabes, lorsqu'il a été mis sous blocus, il a eu le soutien de la Turquie, pas que pour des raisons d'opportunité,
pour des raisons aussi d'affinité malgré tout au fond. Erdogan a commencé comme un frère musulman, n'est-ce pas? Il est vraiment dans l'atmosphère frériste, avant d'avoir compris qu'il pouvait gagner le pouvoir en recourant à la démocratie, même si depuis il a rétréci cette démocratie autant qu'il pouvait. Donc de ce point de vue-là, quand on le voit, et je suis parfaitement d'accord, c'est un immense politicien, qu'est-ce qu'il fait? Il voit bien que les manifestations pro-palestiniennes vont venir, il vaut mieux pour lui en prendre la tête, tout simplement, et les animer, parce qu'au fond, il y a un frérisme d'atmosphère aussi en Turquie que l'AKP a beaucoup développé. C'est bien qu'il faut comprendre. On va essayer de joindre Claude Guibal, qui est toujours dans son taxi, et donc on va essayer de faire ça en duplex, en Skype. Je rappelle que vous êtes grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, et on vous invitait parce que vous avez signé un podcast passionnant sur la Turquie, intitulé Erdogan, la tentation de l'empire. J'espère que vous nous entendez bien et qu'on va bien vous entendre et également concernant justement les liens entre, on est sur ce chapitre, vous nous entendez, les liens entre Erdogan et le Hamas. Est-ce qu'ils sont anciens et finalement ancrés dans la société turque? Il y a plusieurs choses en fait dans votre question. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a les liens entre Erdogan et la question palestinienne, qui est quelque chose qui lui a toujours été cher. Et Erdogan, depuis son arrivée au pouvoir en Turquie, n'a jamais cessé de faire de cette question un leitmotiv dans ses relations internationales. On se souvient qu'en 2009, au forum de Davos, il s'était violemment opposé à Shimon Peres qui s'exprimait sur les bombardements à Gaza. L'année d'après, la Turquie les ONG turques avaient affrété des bateaux lors de l'épisode de la flottille de la liberté, avec ce bateau, le Mavi Marmara, qui avait été arraisonné par la marine israélienne dans une opération qui avait fait plusieurs morts côté turc. Et Recep Tayyip Erdogan s'est toujours porté en héros de la cause palestinienne. Au moment des printemps arabes, donc en 2011, Erdogan a vu dans les printemps arabes l'occasion de se poser en figure leader du Proche-Orient sunnite, et en cela il s'est donc rapproché de tous les mouvements islamistes qui participaient donc à ces printemps arabes, et donc il a fait à l'époque le pari des frères musulmans en Turquie, et c'est à la suite de cela qu'il a accueilli en Turquie, sur le sol turc, une représentation du Hamas, et les dirigeants du Hamas, la direction politique du Hamas, qui est effectivement en partie au Qatar, fait des allers-retours très fréquemment avec la Turquie, où ils sont reçus par les officiels de l'AKP. Restez avec nous, la liaison est correcte, donc on va revenir vers vous en espérant que vous finissiez par arriver jusqu'au Sénat. On verra bien, c'est un peu le feuilleton de cette fin d'après-midi, désolé de vous le faire partager, mais je voudrais dire, Million, puisqu'on est sur ces liens entre Erdogan et le Hamas, en fait il faudrait dire des liens entre la Turquie et le Hamas, parce que Erdogan, vous nous l'avez dit, il est au pouvoir depuis plus de 20 ans, je crois que c'est mars 2003 quand il devient Premier ministre. C'était déjà le cas avant avec ses prédécesseurs. Il y avait des liens entre la Turquie et la cause palestinienne, pour être un peu plus binaire, quoi. Alors oui, c'est une histoire compliquée, parce qu'on en parlait avec Jean-François juste avant le début de l'émission. Je rappelle toujours que la Turquie est le premier pays culturellement musulman à avoir reconnu Israël dès 1949. Alors depuis lors, on n'a pas le temps de... Non, on va pas pouvoir séquencer toute l'histoire. Mais une autre date quand même, 1969. 1969, ce sont les laïcs qui sont au pouvoir, c'est même M. Ecevit, et il reçoit Yasser Arafat, et il ouvre un bureau de représentation de l'OLP. À l'époque, l'OLP était considérée comme une organisation terroriste. Absolument d'accord. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup de connexions, et en fait,
un jeu d'aller-retour dans ses relations avec l'État d'Israël. Ça, c'est la première chose. Mais franchement, je considère, comme je disais tout à l'heure, que la Turquie, le peuple turc a une immense empathie à l'égard des Palestiniens et ce n'est pas réductible à Erdogan. La deuxième chose, si vous le permettez, c'est sur les relations entre Erdogan et les frères musulmans. Pour ma part, je conteste totalement l'appartenance, comme certains l'ont prétendu, pas sur ce plateau, de Erdogan aux frères musulmans. Il faut bien comprendre que la matrice et l'histoire de la confrérie des frères musulmans, c'est une histoire au départ égyptienne, puis arabe, spécifiquement arabe. Or, la matrice de l'islam politique turc, dont Erdogan est un représentant, incontestablement, depuis sa prime jeunesse, c'est une autre histoire. C'est avec des racines proprement turques et nationales turques. Donc, et le lien commun, c'est l'islam ? Alors, bien évidemment. Ensuite, pour des raisons politiques, il y a des liens entre Erdogan, là je saute quelques étapes, et le mouvement des frères musulmans. Et comme ça a été rappelé par Claude, en 2011-2012, Erdogan, qui veut absolument s'imposer comme le leader de la région, il a beaucoup hésité quant à son attitude par rapport aux révoltes arabes de 2011-2012. Et puis finalement, il fait le choix, mais là, une erreur totale de perspective, c'est de s'accrocher à la mouvance des frères musulmans, dont il pense que c'est eux qui vont, pardonnez-moi l'expression, tirer les marrons du feu, qui vont s'imposer sur les scènes politiques en Égypte, en Tunisie, etc. Ce qui, au début, on pouvait l'admettre. Et puis très rapidement, pour des raisons évoquées, il y a eu des coups d'État, notamment en Égypte, comme tu l'as rappelé. Bon. Et donc, là, il y a une erreur d'appréciation politique. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation avec les frères musulmans ? Mais bien sûr, il y en a. Ils sont régulièrement invités au congrès de l'AKP. Mais derrière la question que je posais tout à l'heure on va dire, du commun idéologique, moi j'ai en tête, est-ce qu'il y a une stratégie commune ? Vous voyez, une volonté commune de peser sur la scène internationale. Je pense qu'il y a des liens d'opportunité. Il y a des liens d'opportunité parce qu'il y a quand même des liens de sympathie idéologique. C'est là où je veux dire, si effectivement on ne va pas caractériser... Enfin, Erdogan n'est pas un disciple de Hassan el-Banna, le créateur des frères musulmans. Voilà, ça c'est clair, on est parfaitement d'accord. En même temps, on y a véritablement, je dirais, un mouvement centripète qui est extrêmement fort, si ce n'est que Erdogan, lui, est à la tête d'un grand pays. C'est une différence, et que malgré tout, dans ce pays, continue à se tenir des élections, même si elles sont parfois un peu chaotiques et parfois souvent manipulées. Mais de ce point de vue-là, donc, autre point, il continue à appartenir à l'OTAN. Donc je crois que cette réversibilité d'Erdogan, on la voit, cette réversibilité sur l'Ukraine, on la voit, cette réversibilité avec Poutine d'un côté, Biden de l'autre. Erdogan joue son jeu, mais je crois qu'il joue comme un joueur de backgammon. C'est-à-dire que au backgammon, vous savez, à la différence des échecs, on lance les dés. Et ce sont les dés qui décident de votre capacité d'avancer. Et la partie peut être... Chez Erdogan, il y a un véritable... pas au sens moral du terme, un véritable opportuniste. Ce qui explique... Donc il est moins stratège qu'un joueur d'échecs, si je vous entends bien. Il est plus dépendant, en fait, de la mobilité du jeu. Donc on a un Erdogan qui, au départ, aimerait bien passer pour l'homme qui va faire la paix dans la région et qui se montre le Erdogan aimable qu'on avait redécouvert après un Erdogan tempétueux pendant longtemps, qui avait repris sa place et qui, d'ailleurs, marquait des points pour la Turquie. La Turquie, diplomatiquement, marquait des points de manière... Et puis d'un coup... Voilà, les déroule et ça change. Et là, il redevient le champion des musulmans, en quelque sorte, des musulmans sunnites opprimés. Et toutes les décisions prises, toutes ces prises de parole servent finalement sa propagande et son propre culte de la personnalité qu'il est en train de mettre en place depuis 20 ans, depuis son arrivée au pouvoir. Parce que les gens du Hamas, certainement, devraient se rappeler je veux dire, l'histoire des Arabes sous les Turcs n'a pas été une histoire tout à fait égalitaire. Et puis quand vous parlez d'opportunisme, tiens, je vous propose une image qui l'illustre. Aujourd'hui, il multiplie les diatribes contre Israël, le président turc, mais pourtant, le 20 septembre dernier, donc on est quoi, 2 semaines, peut-être 17 jours avant les attaques terroristes du Hamas, il s'affiche avec Benyamin Netanyahou, voilà l'image. On est à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, il parle des questions internationales et régionales. On va dire qu'il s'était engagé dans un processus de normalisation avec Israël. Claude Guibal, je reviens vers vous. Quel est l'intérêt d'Erdogan à ce moment-là ? Est-ce que c'est d'abord un but économique qu'il recherche en s'affichant avec Benyamin Netanyahou ? Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça ?
Alors, il y a plusieurs buts qui sont recherchés, mais il faut pour cela bien entendre ce que vient de dire Jean-François Colosimo. Recep Tayyip Erdogan est un incroyable pragmatique, un vrai animal politique. Et quand il se rapproche l'été dernier d'Israël, Erdogan fait un calcul très clair, c'est qu'il voit que de gros pays sunnites, l'Arabie Saoudite a commencé par elle, se rapprochent d'Israël, et il ne faut pas qu'il reste en dehors d'un jeu qui va finalement servir à des régimes dont il est concurrent. Par ailleurs, il y a aussi, et c'est pas un des moindres aspects, la question énergétique, stratégique du gaz avec Israël. Et donc Recep Tayyip Erdogan, qui n'en est pas un retournement de veste près, là se rapproche de Benyamin Netanyahou. Il y a cette rencontre chaleureuse et qui est absolument invraisemblable, pour qui a entendu Erdogan pendant des années déverser sa colère et sa haine d'Israël et de ses dirigeants. Ben voilà, il y a ce retournement qui se fait. Après, est-ce que ça veut dire que c'est pour autant fini ? Je voudrais rappeler ici que Erdogan, après avoir été dans le même genre de relation avec MBS, le prince héritier saoudien, au moment de l'affaire Khashoggi notamment, s'est réconcilié avec lui depuis, s'est rapproché de Bachar el-Assad. Donc, j'allais dire pour l'instant, Benyamin Netanyahou, le rapprochement avec Benyamin Netanyahou n'est plus du tout, au programme, mais les relations avec Israël ne sont pas pour autant rompues. Oui, effectivement, elles ne sont pas rompues. Donc là, on était le 20 septembre, évidemment. Ensuite, il y a l'attaque terroriste du 7 octobre. Quentin l'expliquait tout à l'heure, un premier temps, on va dire, relativement neutre du président turc. Et puis ensuite, il y a des prises de parole de plus en plus virulentes, et notamment dans sa façon d'accuser l'Occident d'être le responsable des morts de Gaza. Écoutez. Vous savez de qui il s'agit, n'est-ce pas ? Je parle de l'Occident, de l'Amérique, de l'Europe et de tous ces pions dont ils tiennent les ficelles. Cet Occident que feu le poète turc Mehmet Akif décrivait comme la bête qui n'a plus qu'une dent. Le principal responsable du massacre qui se déroule à Gaza est l'Occident. Voilà, ce jour-là, il y a 1 500 000 manifestants dans les rues d'Istanbul, pro-palestiniens, évidemment. Et c'est lui qui a appelé à cette manifestation. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, Didier Billon, est-ce qu'on a rappelé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la position quand même particulière de la Turquie, membre de l'OTAN et interlocuteur du Hamas. Ça en faisait un médiateur potentiel. Pourquoi il scie cette branche sous lui? Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, vous avez parfaitement raison. Je pense qu'au tout début, après le 7 octobre, il voulait se poser comme un des médiateurs. Et il est vrai qu'il avait des atouts, puisqu'il avait de bonnes relations nouvelles, certes, avec Netanyahou, mais la poignée de main nous l'a rappelé. Et puis, il avait ses relations avec le Hamas, puisqu'on savait qu'une partie des dirigeants du Hamas pouvaient venir quand ils voulaient, soit à Ankara, soit à Istanbul. Et donc, il est en train de perdre la capacité à jouer ce rôle de médiateur. Pourquoi il le fait? Mais pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, pour des raisons d'affirmation d'une sorte de, enfin, en tout cas c'est ce qu'il espère, de leadership au niveau régional, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, au vu de ce qui se passe à Gaza, taper au maximum politiquement contre Israël ne peut être que bénéfique. Et je partage totalement ce qui a été dit précédemment. Erdogan, c'est tout sauf un idéologue. Alors, il a quelques convictions, notamment religieuses bien ancrées, mais c'est un pragmatique, c'est un opportuniste. C'est pas quelqu'un qui est capable de se projeter sur les 15 ans à venir. Il fait des coups, et souvent avec succès au demeurant. Et donc, aujourd'hui, il a parfaitement compris que pour s'affirmer encore plus dans la région, il est nécessaire de critiquer le plus violemment possible Netanyahou et la politique. Dans la région et dans son pays, avant tout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi cet objectif. Bien sûr. Et n'oublions jamais qu'il y a un jeu, en réalité, dans cette région, indépendamment de la crise actuelle, il y a un jeu de concurrence
pour savoir qui, dans les 15 ans à venir, va affirmer son leadership. Et il y a une concurrence entre la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Donc c'est une des raisons pour laquelle, aujourd'hui, il préfère jouer la carte de la bonne entente avec les Saoudiens, avec lesquels il s'est réconcilié. Avec les Iraniens, je rappelle que le ministre des Affaires étrangères iranien est venu en Turquie pour discuter avec son homologue après le 7 octobre. Donc c'est quand même très important. Donc aujourd'hui, il joue cette carte de la coopération. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, ça sera des rivalités beaucoup plus aiguës. Donc c'est un homme de coup, avec un P et un S à la fin, souvent réussi au demeurant, mais ça ne fait pas une politique. Ça n'enracinera pas réellement la Turquie dans son environnement géopolitique sur le long terme. J'ouvre un dernier chapitre dans notre débat sur les liens entre la France et la Turquie. Laetitia, les deux pays, on peut parler de relations houleuses depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut dire que le dialogue est aujourd'hui gelé ? Oui, on peut dire que c'est le statu quo aujourd'hui, Thomas. Et vous êtes quand même, c'est un euphémisme, hein, relations houleuses. Elles sont catastrophiques, ces relations, depuis 2020. Alors, entre les deux hommes, c'est encore pire. Ce sont vraiment une relation interpersonnelle très, très compliquée. 2020, où Erdogan dit d'Emmanuel Macron que c'est un politique minable, qu'il est novice en politique et qu'il a un problème avec l'islam et les musulmans. Il pointe du doigt Emmanuel Macron qui, à ce moment-là, rappelez-vous, est en train de réfléchir à un projet de loi sur le séparatisme. Erdogan réagit tout de suite. Il conseille au président français de faire des examens pour sa santé mentale. Hein. C'était quand même les termes qu'il avait employés. Ambitieux, incapable aussi. On avait lu ça dans sa voix. Là aussi, on l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il parlait d'abord à ses électeurs, à sa population, Erdogan ? Évidemment, il ne parle pas aux Français, mais il parle à ses électeurs. Il parle aux Turcs, mais pas seulement aux Turcs de Turquie. Il parle aux Turcs du monde entier. Il y a des Turcs dans le monde entier, il y a beaucoup de Turcs en Europe, il le sait, et il parle aussi au nom des musulmans, parce qu'il tente d'incarner tout de même un certain leadership du monde musulman. Pour l'instant, ce n'est pas acquis, mais c'est son projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Élysée se garde plutôt de réagir. Oui, parce qu'en France, il y a environ 700 000 Turcs sur le sol français. Donc, à l'Élysée, on ne sait pas trop comment réagir. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est un levier de puissance pour Erdogan, cette communauté turque, mais on craint aussi une révolte, une colère du monde musulman français dans son ensemble. Donc, entre les deux pays, on peut dire qu'on avance prudemment. D'ailleurs, il y avait un déplacement d'Emmanuel Macron qui était prévu cet automne. Là, donc on y est encore, hein, on n'est pas encore en hiver. Où il est aussi question peut-être qu'Erdogan vienne en France. Tout ça, ça a été reporté sine die. On peut parler d'une politique pas très claire de la France vis-à-vis de la Turquie. Est-ce que vous diriez ça ? On peut dire que la France s'est embourbée dans cette politique. Pourquoi ? Parce qu'après le séisme de l'hiver dernier, les conseillers de l'Élysée se sont laissés dire que finalement le peuple turc allait se retourner contre Erdogan et qu'il n'allait pas être réélu. Parce qu'on avait vu, après le séisme, toute la corruption du système d'Erdogan remonter à la surface. Et tout le monde s'est dit, en France, les Turcs ne vont pas le réélire. Finalement, donc, il emporte 52% des voix au second tour. Et finalement, il est réélu. Alors que fait Emmanuel Macron ? Il s'empresse de le féliciter. Évidemment, au détour d'un tweet, rappelle qu'il y a quand même des intérêts communs. Il parle, lui, de défis que la France et la Turquie doivent relever. Il parle de la paix en Europe, de l'OTAN, de la Méditerranée. C'est un peu de la diplomatie. Ce n'est que de la diplomatie, que de la vitrine, hein, parce que c'est finalement une relation très complexe entre les deux hommes, entre les deux pays, de contentieux et d'intérêts mêlés. Et la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron est un peu bloqué, hein, parce que lui a vraiment le souci d'apparaître dans ce conflit israélo-palestinien qui s'importe en France, très mesuré, de respecter la communauté musulmane en France. Et donc, il fait très attention à ne pas être mal interprété, à que ses propos ne servent pas la propagande d'un Erdogan qui pourrait chauffer à blanc comme ça, quand il le souhaite, les Turcs en France et puis les musulmans en France. Donc, finalement, on en revient exactement à ce que je disais sur Erdogan. Quand Emmanuel Macron parle d'Erdogan ou parle avec Erdogan, il parle avant tout, lui aussi, aux Français. Aux Français et aux électeurs français. Comment vous qualifiez, Jean-François Colosimo, cette relation entre Recep Tayyip Erdogan et le président français, Emmanuel Macron ? Moi, je ne crois pas que ce soit une relation craintive de la part du président français. Je pense que l'énervement d'Erdogan contre la France a des raisons factuelles.
c'est que lorsque Erdogan menace, comme il le fait chaque été, les îles grecques, nous dépêchons des frégates militaires pour dire que nous protégeons la Grèce, que nous sommes avec la Grèce, n'est-ce pas? Lorsque Erdogan, avec Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, se propose quand même de couper en petits morceaux l'Arménie, nous sommes en train d'étudier une alliance de protection militaire avec l'Arménie. Au passage, d'ailleurs, ce qui est un peu incompréhensible dans la position d'Erdogan aujourd'hui, c'est que jusque-là, son alliance avec l'Azerbaïdjan faisait de l'Azerbaïdjan, en fait, pour Israël, une plateforme contre l'Iran, et ça allait dans le sens des intérêts d'Erdogan, d'autant plus qu'Israël avait fourni des armes de très haute précision à l'Azerbaïdjan qui avait permis de gagner facilement la guerre du Karabakh. Bon, lorsque on voit la multiplication de la diplomatie turque en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas que la Russie qui nous cause des problèmes en Afrique de l'Ouest, il y a aussi la Turquie. Donc je pense que c'est un véritable rapport conflictuel, si ce n'est que, à la différence du président Erdogan, le président Macron ne se laisse pas aller à des invectives. Voilà, c'est tout. Claude Guibal, je reviens vers vous, Claude Guibal. Si. Je vous redonnerai la parole juste après. Claude Guibal, bon, finalement, vous êtes arrivé jusqu'au Sénat, mais vous restez dans le taxi, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ça aurait été le feuilleton de cette fin d'après-midi. Parce que là, on parlait de la relation entre le président turc et Emmanuel Macron, mais il y a quand même, dans l'actualité de ces dernières 24 heures, il y a ce camouflet, on peut dire ça comme ça, que Recep Tayyip Erdogan a envoyé à Anthony Blinken, on va dire ministre des Affaires étrangères des États-Unis, au secrétaire d'État américain. Il a refusé de le rencontrer. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors, effectivement, Anthony Blinken qui venait en Turquie un petit peu raccommoder les morceaux avec cet allié turc à la fois très compliqué dans l'OTAN, enfin vraiment le mauvais élève de l'OTAN pour les États-Unis. Et Recep Tayyip Erdogan a prétexté un déplacement ailleurs dans le pays pour ne pas le retrouver à Ankara. Il faut dire que Recep Tayyip Erdogan n'a pas apprécié le fait qu'au début de cette guerre, ces efforts de médiation, vous savez que dans les heures qui ont suivi le début de l'attaque du Hamas, Erdogan a dit être en contact pour négocier la libération des otages, et on voit que la médiation s'est plutôt faite en s'appuyant donc essentiellement sur le Qatar, mais aussi l'Égypte, et Erdogan n'a pas apprécié d'être comme ça mis de côté par les États-Unis qui font pression sur lui pour que le Parlement turc vote l'adhésion, leur accord pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Il y a ce contentieux militaire entre eux de vente d'armes, et Recep Tayyip Erdogan, on vient de le rappeler, c'est un joueur de backgammon, donc c'est quelqu'un qui utilise les circonstances, c'est un pragmatique, et c'est quelqu'un qui ne voit les relations internationales que dans des rapports de force. On le voit avec Emmanuel Macron, on l'a vu avec Bachar al-Assad à une époque, avec l'Arabie Saoudite, et donc ce rapport de force, il va en jouer. Il sait aujourd'hui qu'il a un rapport de force à jouer avec les États-Unis, et à continuer à manifester son opposition, puisqu'on ne veut pas le faire rentrer dans le jeu. Lui, il va prendre le contre-pied de ce jeu. Une fois de plus, il faut se souvenir que la matrice politique de Erdogan, c'est l'anti-impérialisme et l'anti-Occident, donc qui est lui plutôt le marqueur du fondateur de la République turque, Atatürk. Et donc Recep Tayyip Erdogan là sait qu'il doit jouer en fait cette carte, j'allais dire presque des non-alignés, face à l'alignement occidental perçu par lui et par les Turcs comme pro-israélien. Un tout dernier mot très rapide, Didier Bignon. On est au cœur de cette désoccidentalisation dont vous parlez dans votre livre, mais est-ce que je reviens à la toute première question de l'hypothèse d'un processus de paix, est-ce que l'initiative ne peut pas venir de là, justement, c'est-à-dire de ce sud global, je ne sais pas si ce serait la Chine, l'Arabie Saoudite ou la Turquie? En quelques mots, vraiment, quelques secondes. Ce serait évidemment souhaitable, enfin, d'où que vienne l'initiative, elle est de toute façon souhaitable, sauf que le sud global, expression que je n'utilise jamais au demeurant, ce sont des suds, il n'y a pas un projet politique. Vous avez remarqué que ces dernières semaines, les Chinois sont quand même extrêmement discrets sur cette crise à Gaza, que les Russes essayent d'instrumentaliser celle-ci pour se remettre dans le jeu international, et donc malheureusement,
malheureusement, je ne crois pas qu'à ce stade, en tout cas, ce Sud ou ces Suds soient en situation de prendre des initiatives efficientes et efficaces. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. J'ai rappelé les titres de vos livres. Jean-François Colosimo, Le Sabre et le Turban, qui est aux éditions du CERD. Didier Billon, Désoccidentalisation, repenser l'ordre du monde, aux éditions Agone. Merci Claude Guibal et désolé de cet épisode d'un taxi parisien. Voilà, ça arrive dans l'histoire d'une émission. Je vous dis à très vite, puisque demain et jeudi, soirée spéciale consacrée au texte immigration ici examiné au Sénat. Notez également que l'invité de la matinale, demain, ce sera Antoine Basbous, le fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Belle soirée.